j'avoue que ce n'est pas sans une certaine appréhension que je vais traiter de Beauvoir dans un colloque qui porte sur la question de l'abjection du féminisme. Parce qu'aux côtés de Leduc et de Wittig, Beauvoir apparaît un petit peu comme l'intrus de la liste, d'une certaine manière. Celle qui s'est protégée sa vie durant contre tout ce qui pouvait la fragiliser et dont l'œuvre traduit au contraire une inflexible maîtrise de soi. Et c'est précisément cette maîtrise, cette exigence de maîtrise qui éloigne aujourd'hui Beauvoir de nous. Alors j'aimerais donc essayer de ressaisir la logique du projet beauvoirien en repartant de ce maintien de soi, afin d'en défendre, si c'est possible, l'intérêt. Je vais prendre donc un petit peu le sujet un peu à contre-pied, à contre-courant, et je ne vais pas traiter exactement de ce dont Elisabeth a parlé juste à l'instant, c'est-à-dire essentiellement du IIe siècle. Je vais plutôt déplacer les choses du côté des mémoires. Alors je vais repartir d'une hypothèse que j'avais avancée lors du colloque organisé pour le centenaire de la naissance de Beauvoir en 2008, hypothèse selon laquelle Beauvoir serait victime aujourd'hui d'une sorte de révisionnisme générique qui nous fait relire toute l'histoire des récits de soi à l'aune d'un modèle étroitement autobiographique, c'est-à-dire intimiste. Le paradoxe, c'est qu'en dépit de la place relativement importante que les femmes ont occupée dans le genre des mémoires du XXe siècle jusqu'au XIXe siècle, ce genre des mémoires soit redevenu au XXe siècle assez nettement l'apanage des hommes. Autrement dit, que la progressive libération des femmes ait coïncidé avec leur retrait de la sphère des récits égo-historiques, comme si l'acquisition en quelque sorte de nouveaux droits ne s'était pas accompagnée d'une mise en œuvre de ces droits dans l'écriture du passé récent. Puisqu'au XXe siècle, les mémoires sont plutôt massivement masculins. Alors c'est un point qui m'étonne, personnellement, mais à vrai dire, je dois être le seul, car aux yeux de la plupart des spécialistes des récits de soi, les femmes étaient vouées, en quelque sorte, à s'approprier l'expression de l'intime. Le présupposé à l'œuvre dans la plupart des histoires ou des récits de soi relève de ce qu'on pourrait appeler une sorte de darwinisme générique, selon lequel, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les écrits à la première personne ont irrévocablement tendu vers l'expression de soi, l'expression du sujet moderne, et que les femmes y ont joué, même avec retard, un rôle de plus en plus stratégique. C'est ce qu'on voit par exemple dans la très impressionnante Encyclopedia of Black Writing, qui était dirigée en 2001 par Margareta Joly, sur laquelle je vais revenir un tout petit peu juste après, et qui obéit entièrement à ce présupposé. Tout repose donc sur une sorte de syllogisme dont la prémisse majeure serait que les genres à la première personne ont tendu au cours de l'histoire de plus en plus directement vers l'expression de l'individu moderne dans son intimité, et la prémisse mineure que les femmes sont naturellement ou culturellement, et bien sûr il y a là l'objet de débat, portées à l'expression de l'intime. La conjonction des deux expliquant en quelque sorte la proportion de plus en plus importante d'autobiographie féminine. Le problème, c'est que cette prémisse majeure est infirmée par les faits, c'est-à-dire qu'on publie au XXe siècle autant de mémoires que par le passé et que d'autobiographies ou journaux ou autres, et que la prémisse mineure est contestable. Tout du moins, il me semble qu'elle devrait être mise en cause parce qu'elle conduit à enfermer les femmes, et c'est ça qui me semble le problème principal, dans une sorte de gynécée moderne des récits personnels. En effet, nous aurons beau la parler de toutes les vertus transgressives possibles, cette opération de confinement dans la sphère de l'intime conduit à oblitérer le rôle joué par les femmes dans l'écriture de l'histoire, autrement dit, à entériner l'idée, et je reprends là une expression de Gracq, que la femme en général ne se sent guère dans l'histoire. Gracq prenait l'exemple de Colette pour montrer que la création féminine est celle d'un univers intérieur fait de paysages, d'amour, de rêves, etc., mais étranger au cours du monde en quelque sorte. Alors je n'ignore pas en même temps que cette hypothèse est contestable sur beaucoup de points. S'il me semble essentiel de ne pas céder sur ce révisionnisme en matière de genre littéraire, c'est-à-dire de ne pas relire sous un angle étroitement autobiographique des textes qui étaient destinés à l'origine à reconstituer un parcours de vie dans sa condition historique, je sais premièrement que Beauvoir employait elle-même indifféremment le terme mémoire autobiographique pour désigner ses récits à la première personne, et deuxièmement qu'il y a un risque à considérer que l'auteur de La force de l'âge et de la force des choses est un mémorialiste ou serait un mémorialiste comme les autres. Ce risque, ce serait d'accentuer le privilège, et Geneviève Fraisse a publié un très bel ouvrage, très bel essai sur ce terme absolument essentiel chez Beauvoir, privilège. Le privilège que Beauvoir revendiquait pour elle-même lorsqu'elle jugeait ne pas avoir souffert durant sa jeunesse, depuis sa jeunesse, des handicaps qui pesaient sur les femmes de sa génération. Et de fait, elle ne cesse dans ses mémoires de s'exempter de sa propre condition en arguant du fait qu'elle a cumulé, à partir de ses 20 ans, les avantages qui sont reconnus aux deux sexes, c'est-à-dire être à la fois une femme et un écrivain. Or, notre propre identification générique des œuvres de Beauvoir, me semble-t-il, est indissociable de ce rapport ambigu qu'elle-même entretenait à sa propre identité féminine. C'est comme si ces deux plans se court-circuitaient continuellement, et c'est ce que montre notamment le parallèle avec Violette Leduc. Tous les spécistes de Violette Leduc ont beau jeu
d'insister sur ce qui opposait l'auteur de l'Avatar à son mentor dans l'accès à la carrière littéraire. J'en fais une liste très rapide parce qu'on le connaît. C'est l'aveu systématique chez le duc de son impuissance à créer ou à se faire aimer, l'absence de toute pudeur dans la description physique de l'amour, et on trouve dans La Folie en tête l'un des plus beaux récits de masturbation féminine de l'histoire de la littérature. C'est la fragmentation des récits traversés par l'expérience du fantasme, de la paranoïa, et puis surtout l'invention, bien sûr d'un style coupé, une grande tradition de style coupé, devenu cassant en quelque sorte à force de multiplier les disjonctions et les têtes à queue. Tous ces éléments sont relevés continuellement dans l'œuvre de Le Duc, et ils en font en quelque sorte l'envers du projet beauvoirien, qui est marqué à l'inverse par une continuité, l'extrême continuité qui existe entre tous les tomes depuis les Mémoires de jeune fille rangée jusqu'à la cérémonie des adieux, par un désir d'assomption de soi, en quelque sorte, qui conduit la mémorialiste à réinvestir continuellement le capital symbolique du couple qu'elle forme avec Sartre et de tous ceux qui gravitent autour d'eux, en une sorte de reconstitution exhaustive et très contrôlée de leur existence, marqué aussi par la discrète mais très efficace censure appliquée aux pans les plus délicats de sa vie. C'est notamment par exemple la liaison avec Bost, qu'il fallait absolument cacher à Olga jusqu'à la fin de sa vie, ou les plus sulfureux, c'est évidemment la question de la bisexualité ou du lesbianisme de Beauvoir, qu'on lui reproche continuellement aujourd'hui depuis que les lettres ont été publiées. Le dernier point, c'est peut-être celui qui est le plus sensible d'une certaine manière, parce que le plus symbolique, c'est l'extrême lisibilité revendiquée du style de Beauvoir, dont l'ambition était de communiquer une expérience vécue au plus grand nombre. Ce qui, du coup, dans le champ de la modernité, de la théorie moderne, la déplace du côté des écrivains plutôt que du côté des écrivains, aux yeux, en tout cas, des spécialistes de littérature. Du coup, il n'est pas neutre de valoriser, ainsi que j'essaie de le faire, les deux tomes qui correspondent à l'entrée dans l'œuvre de Beauvoir, à son entrée dans la sphère publique, puis à son engagement de couple dans la vie intellectuelle et politique française, en particulier au moment de la guerre d'Algérie, cela au détriment soit du récit d'enfance, soit des journaux, des correspondances, des cahiers de jeunesse qui viennent d'être publiés depuis quelques années et qui sont absolument extraordinaires. La force de l'âge et la force des choses, sur lesquelles je vais m'appuyer, correspondent à la phase dans la vie de Beauvoir, la phase de son existence où elle est entièrement soumise à une exigence d'exemplarité, c'est-à-dire défense de la pensée existentialiste, justification des positions politiques qui étaient assumées par le couple, promotion d'une idée de l'intellectuel, ce qui joue un rôle très important, promotion d'une idée de l'intellectuel qui est diamétralement opposée aux deux figures d'Aragon et de Malraux qui dominent absolument la scène intellectuelle de la Libération et qui incarnent les deux modèles hérités des années 30 et poursuivis après la guerre, contre lequel Beauvoir va faire jouer le modèle incarné par Sartre, avec succès, évidemment. Tout cela exige, bien sûr, du sujet mémorial, un maintien de soi qui explique qu'Hélène Sixou est pu juger dans Le Rire de la Méduse, en 75, j'en parle très vite, c'est tout, que jusqu'à une période contemporaine, les femmes, en maîtrisant leur créativité, avaient écrit de manière masculine. Et même si elle n'est pas nommée parce que ce serait dévalorisant de nommer Beauvoir dans ce texte, à ce moment-là, évidemment, quelqu'un comme Beauvoir est visé, c'est évident. Il y a bien, de fait, chez Beauvoir, ce que Adélaïde Mocry a appelé d'une très belle formule, un appel au masculin, qu'on repère à tout moment. Un appel au masculin qui plus est constitutif du genre des mémoires en tant qu'institution de soi, et qui a permis à la mémorialiste, et c'est ça qui m'intéresse, de rééquilibrer à son profit le rapport qui l'unissait à Sartre. C'est-à-dire que je vois dans l'écriture des mémoires ce qui fait de Beauvoir quelqu'un qui a complètement inversé cette espèce de hiérarchie, cette espèce de rapport de dépendance que Sartre avait pu instaurer et qui a très bien été analysé par les spécialistes de Beauvoir aux États-Unis et en Angleterre, notamment dans ce partage qui s'est fait entre littérature et philosophie, la philosophie étant laissée à Sartre, et Beauvoir ne voyant même pas que le XIIe siècle c'était une œuvre philosophique, elle l'appelle un essai au lieu d'une œuvre philosophique. En revanche, c'est du côté des mémoires qu'elle rééquilibre ce rapport sur un point moi, m'importe beaucoup, le fait que, initialement, Sartre avait envisagé d'écrire ses mémoires, d'écrire un récit de vie sur le modèle des mémoires, de façon très évidente. On voit ça notamment
dans les cahiers de la drôle de guerre et dans la relecture que Sartre fait des cahiers de la drôle de guerre juste au début des années 50, en 52-53, c'est-à-dire au moment de son rapprochement très fort avec les communistes. On trouve dans le cahier Lutèce, qui est un cahier Lutèce, c'est l'un de ces cahiers où il relie le cahier de la drôle de guerre, une petite formule où Sartre imagine un découpage de ce récit qu'il compte écrire. De 1930 à 39, la vie privée. De 39 à 44, la vie clandestine. De 44 à 54, la vie publique. C'est un modèle de mémorial, de récit mémorial classique. Or, c'est la poursuite par Beauvoir de ses mémoires de jeune fille rangée, avec la force de l'âge et ce qui va suivre, qui a, entre autres raisons, mais de façon forte, je pense, conduit Sartre à se limiter à son récit d'enfance. En reprenant à son compte cette perspective mémoriale à laquelle Sartre s'était converti durant l'entre-deux-guerres, elle s'est en quelque sorte substituée à lui sur un terrain qui est largement dominé par les hommes. C'est l'une des seules mémorialistes femmes que l'on lise aujourd'hui encore, au XXe siècle. Alors est-ce à dire que Beauvoir est condamné à jouer à nos yeux le mauvais rôle, celui d'une mémorialiste bien rangée qui serait vouée en quelque sorte condamnée à perdre sur le plan de l'écriture ce qu'elle croyait avoir gagné sur celui de son image publique? C'est ce que la confrontation avec l'œuvre de Leduc peut laisser penser, effectivement. Alors, je vais m'appuyer sur la comparaison entre deux petites notices, celles qui sont consacrées à ces deux écrivaines dans l'Encyclopedia of Life Writing de 2001, dont je parlais au début, et dont la comparaison me semble vraiment frappante. Dans le cas de Beauvoir, on évoque assez rapidement, mais de façon assez circonstanciée, le récit d'enfance qui est mis en valeur, donc les mémoires de jeune fille rangée, l'autobiographie. Mais les tomes suivants, à compter de la force de l'âge, sont simplement énumérés et l'ensemble de l'œuvre à la première personne est résumé à l'aide d'une formule qui est très ambiguë. Je lis cette formule. Beauvoir's reputation as a feminist philosopher does not allow one to avoid reading her as a female writing from within a masculinist value system. Il y a une double négation qui rend la phrase un petit peu compliquée et un peu retorse, mais on comprend cette idée que sa réputation de philosophe féministe ne doit pas nous éviter de la lire comme une femme qui écrit d'un point de vue masculin. Tout est dit en quelque sorte. Si le deuxième sexe est un classique dans les pays anglo-saxons, ce qui n'est pas encore exactement en France, où il sert de référence, mais il n'est pas réellement lu et commenté, sauf par quelques spécialistes. Seules les mémoires d'une jeune fille rangée semblent dignes d'intérêt en tant que récit de soi. Et le reste de son œuvre, l'auteur de la notice, pour le reste, renvoie à un jugement un petit peu lapidaire d'un critique anglais, Terry Keith, qui note que les mémoires de Beauvoir sont dominées par un certain détachement, c'est la formule qu'il emploie, parce que celle-ci parle de son interest in the world rather than herself as an object in it. Ce qui est une manière d'invalider complètement le projet mémorial de Beauvoir, précisément parce que celui-ci obéirait à une logique centrifuge et non plus centripète. A l'inverse, la figure de Leduc répond en tout point à la grille de lecture contemporaine, au point que le commentaire final de la notice, qui lui est consacré, esquisse une sorte de portrait croisé dans la tradition des grands couples antagonistes sur lesquels est fondée l'histoire de la littérature française, depuis Racine et Corneille. Et le pôle négatif, ici, est évidemment incarné, même si elle n'est pas directement nommée, par Beauvoir. En effet, on oppose le modèle traditionnel qui est associé aux réalisations d'individus illustres, The Achievements of Illustrious Individuals, au récit anti-héroïque de Leduc, marginal autoproclamé, dont on valorise l'obsession de l'échec, le désordre mental, l'écriture fragmentaire. Et je lis cette formule conclusive. With a provocative thematization of women as autobiographer, Leduc provided a new model of female authorship. Donc manifestement, Leduc a bénéficié de la complète restructuration des récits de soi autour de l'autobiographie qui est devenue le nouvel archigenre des écrits à la première personne dans les années 60-70. Et conformément à la logique du Kittergagne, si souvent invoquée et mise en œuvre par Sartre, son exploration d'état limite dans l'amour, l'écriture ou la folie lui a servi de bien meilleur viatique que l'assomption de soi sur laquelle Beauvoir avait misé au contraire toute son œuvre. Alors néanmoins, j'aimerais montrer que cette perspective est faussée. D'une part parce qu'elle suppose de rester aveugle à la spécificité du geste mémorial, qui est réduit à une simple consignation d'événements sociaux ou historiques, d'où le sujet de l'écriture serait en quelque sorte automatiquement, on ne sait pas exactement pour quelle raison, absent. D'autre part, parce qu'elle conduit à ignorer que l'abjection, la laideur, l'impuissance revendiquée par Leduc n'ont de sens que dans le cadre d'une mystique négative qui l'unissait très étroitement à Beauvoir. C'est ça que j'aimerais étudier. Et cela depuis l'affamé, dont l'acmé mystique, dont l'acmé se trouve dans un très très beau passage que je ne vais pas pouvoir lire en entier, mais il est magnifique, de Trésor à prendre, où Beauvoir, de manière
manière très lyrique, écrit « Madame », c'est Beauvoir à qui elle s'adresse, « Madame, je me repens, je vous demande pardon. Vous êtes la lumière, je suis l'obscurité. Vous êtes la beauté, je suis la laideur. Vous êtes la force, je suis la faiblesse. Vous êtes le courage, je suis le découragement. Vous êtes la vivacité, je suis la lenteur. Vous êtes la réussite, je suis l'échec, etc. » Tout se continue comme ça. Donc il y a une étroite solidarité qui unit les œuvres de Leduc et de Beauvoir et qui est sans commune mesure, me semble-t-il, avec cette espèce de rapport de dépendance unilatérale auquel, d'ordinaire, on les associe, on les réduit toutes les deux. Car Leduc n'est pas l'envers de Beauvoir. Plus précisément, l'abjection qu'elle met en scène, lorsqu'elle s'abîme devant sa compagne, est indissociable d'une dialectique qui est plus complexe. Suzanne Marsan a très justement souligné que la lecture autobiographique qu'on fait des premières œuvres de Leduc, c'est-à-dire tout ce qui va de l'asphyxie jusqu'à Ravage, a été initiée par Beauvoir elle-même dans la préface à la bataille. Mais on pourra aller plus loin. En réalité, Beauvoir n'a pas appliqué ce filtre de l'extérieur. Il est frappant de constater que Leduc est l'une des seules très rares écrivaines à trouver sa place dans les mémoires beauvoiriens. En dehors du cercle très satellisé des membres de ce qu'on appelle la petite famille, c'est-à-dire Olga, Nathalie Sorokin, Michel Dian, etc., ou en dehors de quelques figures de Saint-Germain-des-Prés, type Gréco ou d'autres, il n'y a pas d'écrivains femmes. Il n'y a que des écrivains hommes, c'est Camus, Merleau-Ponty, Genet, Queneau, Léris, Koestler. Nathalie Sarraute a été un moment intégrée juste après la guerre au cercle, mais elle en est très rapidement sortie pour des raisons qui la concernent elle et qui concernent Beauvoir et Sartre de façon différente. Seule Colette Audry a entretenu une relation d'amitié, elle est présente tout au long des textes de Beauvoir, mais elle n'apparaît jamais en tant qu'écrivain, alors même qu'elle l'est. Alors, il y a cette singularité, et de plus, Leduc est le seul écrivain, la seule écrivaine, enfin, vous allez voir que j'ai des problèmes avec, c'est précisément l'objet de cette intervention, avec la question de la féminisation, mais pour des raisons sur lesquelles je vais revenir. Donc elle serait le seul écrivain dont Beauvoir a systématiquement lu, qu'elle a systématiquement commenté, et dont elle a systématiquement amendé les textes, selon une méthode qui était très proche de celle qu'elle pratiquait elle-même avec Sartre. Et ce point est d'autant plus important que la solidité exceptionnelle du couple Sartre et Beauvoir tenait principalement, essentiellement, plus du tout sur la sexualité comme vous le savez, mais à ce travail de relecture réciproque, d'entreglose systématique, que la mémorialiste met en quelque sorte en œuvre également avec Leduc, mais cette fois-ci en masquant derrière une sorte d'inoffensif rapport à protéger. Beauvoir a ainsi activement contribué à instaurer cette espèce de double régime de lecture crypté dans un premier temps, c'est-à-dire de l'affamé jusqu'à un trésor à prendre. Beauvoir n'est pas directement cité, mais il y a toute une série d'indices qui sont compréhensibles sur le moment par le grand public parce qu'ils coïncident avec ce que Beauvoir est elle-même en train de publier au même moment. Puis, lecture officielle organisée autour du nom de Simone de Beauvoir qui devient l'un des signifiants essentiels des textes de Beauvoir par la suite. Et Beauvoir d'ailleurs a souligné dans Tout le monde fait qu'à l'exclusion de Sade, Leduc est le seul écrivain auquel elle est consacrée un essai, c'est la préface à la bataille. Alors on a souvent rapproché d'ailleurs ce texte de la préface monstrueuse que Sartre a faite pour les œuvres de Genet, mais ça ne rend pas tout à fait compte du phénomène d'accompagnement réciproque qui se noue entre les œuvres de Beauvoir et Leduc, qui va plus loin, me semble-t-il encore. On peut noter que toutes les membres de la petite famille ont respecté l'interdit tacite de divulgation qui a été imposé jusqu'au bout par Sartre et par Beauvoir, qui s'étaient en quelque sorte réservé l'exclusivité de tout ce qui les concernait dans leur vie et dans la vie de leurs proches. La seule qui a rompu le pacte, Elisabeth en parlait, c'est Bianca Lamblin, mais très tardivement, en 1993, lorsque, dans les mémoires d'une jeune fille dérangée, lorsqu'elle a voulu donner sa version de leur histoire, à Beauvoir et à elle et à Sartre, après avoir lu les lettres à Sartre où elle apparaissait sous le pseudonyme de Louise Védrine. Mais Violette Leduc a là encore, sur ce point, joui d'un privilège qui est extraordinaire, parce qu'elle a organisé un véritable culte biographique, non seulement avec l'accord, mais surtout avec la collaboration de l'intéressée Beauvoir, qui est la lectrice et la correctrice de chacun de ses textes, une sorte de culte qui se déploie en exact contrepoint de celui que Beauvoir est en train elle-même de mettre en place autour de Sartre et de ses proches à ce moment-là. Et il se trouve que la formule que Bianca Lamblin a repris à son compte en 1993 avait été inventée par Jacqueline Piatier dans un très bel article que la journaliste du Monde avait consacré à la Bâtarde et où elle décrivait l'auteur de la Bâtarde, enfin décrivait ce texte, la Bâtarde, comme les mémoires d'une jeune fille dérangée. Mais en 1964, loin de résulter d'une rivalité qui va conduire Bianca Lamblin à accuser Beauvoir de manipulation, d'antisémitisme, etc., ce dérangement en question
était le signe d'une solidarité reconnue par la journaliste, une solidarité profonde entre les deux femmes. Il était consubstantiel à cette lecture à clé qui avait été initiée par Leduc et qui était accompagnée, voulue par Beauvoir elle-même. Et qui est devenu, à partir de la bâtarde, un jeu de références croisées grâce auquel les deux œuvres s'adossent continuellement l'une à l'autre. Donc ce que nous lisons, non sans une certaine complaisance, selon une sorte de hiérarchie inversée entre mémoire et autobiographie, entre assomption de soi et abjection, relevait, me semble-t-il, plus nettement d'un travail de co-création qui visait à une réception partagée de leur récit de soi. Et on pourrait lire par exemple La force des choses en mettant en étau entre l'affamé et la folie en tête, en l'anamorphosant en quelque sorte, selon ces deux logiques très différentes, très diverses, la logique d'enfouissement du secret dans l'affamé et une logique de déformation jusqu'au monstrueux du modèle des souvenirs de la vie littéraire sur lequel Leduc joue dans La folie en tête. Alors si le lien en apparence si disproportionné entre les deux femmes cache une collaboration plus secrète, plus profonde qu'on a reconnue, il n'en reste pas moins que l'auteur de La force de l'âge et de La force des choses a nettement pâti de cette solidarité. Cette rivalité instaurée par la postérité littéraire a pour enjeu le court-circuit qui se fait entre genre littéraire et genre sexué, dont son entreprise mémoriale est victime aujourd'hui. Et désigner, je le sais, La force de l'âge et La force des choses comme des mémoires est une sorte de piège, bien sûr. Un piège auquel on ne peut pas échapper, du fait même de la présupposition de phallocratisme que véhicule le genre, par son histoire, par le privilège accordé aux militaires, diplomates ou hommes politiques. Les récits de vie majuscules sont soumis à une sorte de présupposition de virilité qui a pour contre-effet, du coup, de spécifier nécessairement, en termes sexués, les textes, tous les récits égo-historiques qui sont écrits et publiés par des femmes. Mais sans qu'on sache très très bien quel sens donner à cette spécification. Interrogé à la radio en mai 1949 par Roger Grenier, Leduc a été conduite à préciser l'identité de Madame dans la famille. Et elle écrit aussitôt à Beauvoir, tout excitée par cet événement, je la cite, « J'ai dit que c'était un très grand écrivain de la littérature féminine actuelle, alors que je voulais dire le seul grand écrivain femme. » Ce qui m'intéresse ici, c'est l'hésitation de Leduc, les contorsions à laquelle la contraint à l'époque, et aujourd'hui encore, j'en suis la preuve, et vous savez que l'Académie a remis sur le tapis récemment la question de la féminisation des mots qui n'est toujours pas réglée. Donc ce recours ce refus de la féminisation, le recours à un masculin qui est censé valoir comme une sorte de faux neutre, et puis surtout ce composé, cette formule, ce mot composé écrivain-femme, que Leduc écrit avec un tiret, mais que Beauvoir, qu'elle utilise systématiquement, écrit sans tiret, sans qu'on sache donc si c'est vraiment un terme qui a valeur en tant que tel ou pas. Tout cela montre bien qu'il n'existe pas de solution satisfaisante, que les femmes ne disposent pas de manière autorisée, en quelque sorte, d'être reconnues en tant qu'auteur ou auteureux. Et cela est encore plus vrai, évidemment, lorsque le domaine d'application littéraire est celui des mémoires, dont on sait qu'il est un mot masculin, mais qu'on met par erreur très souvent au féminin. Il y a une formule de Marie Dagou que je voudrais évoquer ici, qui s'interroge très longuement dans la préface de ses mémoires sur ce qu'une entreprise comme celle de la sienne implique pour une femme, et qui résume assez bien cette espèce de double bind. Elle écrit « Lorsqu'une femme s'est faite à elle-même une vie, et que cette vie ne s'est pas gouvernée suivant la règle commune, elle en devient responsable, plus responsable qu'un homme, aux yeux de tous, quand cette femme, par l'effet du hasard ou de quelques talents, est sortie de l'obscurité, elle a contracté, du même instant, des devoirs virils. En quelque sorte, exercer une forme d'autorité réelle ou symbolique, travestit une femme en homme, mais la sphère supposée d'y être naturelle, la condamne à l'inessentiel. Et Beauvoir est comprise dans cette contradiction ici, bien sûr. Du coup, quelle que soit la valeur accordée au féminin dans les récits de soi de Beauvoir, autrement dit qu'on envisage les tomes publiés à partir de 60 comme une simple extension des mémoires de Fieranger en ne s'intéressant qu'à l'expression de l'intime, ou qu'on mette l'accent au contraire sur la rupture que représente l'entrée dans la sphère publique et politique à partir de la libération, la neutralité est impossible. Beauvoir est cantonné dans ses ambitions ou soupçonnable de phallocentrisme. Alors on va me répondre qu'il ne doit pas être si difficile que ça d'échapper à cette alternative, puisque depuis la guerre, rien n'interdit aux femmes qui s'en donnent les moyens de se situer sur un terrain proprement politique et historique. Mais il me semble que les choses ne sont pas si simples, parce que les femmes qui ont réellement joué un rôle dans ce domaine au XXe siècle, et surtout qui ont doublé leur action d'un récit égo-historique qui est propre à reconfigurer la mémoire aux yeux de la postérité, sont totalement absentes de l'histoire des récits à la première personne,
qui lit aujourd'hui les mémoires de Juliette Adam, de Dominique de Santi, d'Annie Kriegel, de Lise London, ou surtout de Louise Weiss, qui est peut-être une des plus intéressantes, les 6 tomes des mémoires d'une européenne qui sont absolument formidables. Mais il y a plus important que cela, c'est que l'investissement public de Beauvoir ne s'est fait que de manière très tardive. On sait que la force de l'âge est une sorte de récit d'apprentissage qui conduit à une révélation finale survenue au moment de la guerre. Mais dans les faits, sa participation à des actions publiques est largement postérieure à la guerre. Elle coïncide avec les dernières années de la guerre d'Algérie et puis son engagement dans la lutte féministe. Donc en ce sens, le capital mémorial que Beauvoir revendique dans les 2 tomes de 60 et 63, puis qu'elle réinvestit dans les tomes suivants, est en grande partie construit par ces récits eux-mêmes. Alors qu'elle n'a pu les gager sur un capital social, politique ou historique préalable, ce qui normalement est supposé par la pratique même du genre. Et c'est sur ce point, me semble-t-il, que se joue la valeur de ces 2 tomes, Force de l'âge et Force des choses, qui sont souvent considérés comme plats parce qu'ils répondent mal à nos attentes contemporaines. L'abjection qui est mise en scène par le duc est ce qui nous rend aujourd'hui parfaitement visible des textes qui revendiquent pourtant, à l'origine, qui revendiquaient leur marginalité. Alors que nous ne savons, nous ne voulons plus lire des textes qui étaient autrefois portés par leur ambition d'exemplarité. Or, rien ne rend mieux compte de ce qui distingue sur ce point les mémoires de l'autobiographie que l'analyse de la question de la dimension pragmatique. Le modèle du pacte autobiographique implique une homogénéité structurale entre l'énonciateur et ses destinataires, au sens où chaque lecteur doit pouvoir faire l'expérience ou se reconnaître dans l'histoire d'une personnalité reconstruite de l'intérieur. Alors que le récit B majuscule, les récits B majuscules reposent sur une sorte de mandat mémorial, autrement dit sur une forme de relation unilatérale. Un mandat implique un processus de représentation par lequel un pouvoir s'exerce en passant d'un individu à ceux auxquels il s'adresse. Et de ce fait, les destinataires du mémorialiste ne sont pas assez semblables. C'est un groupe plus ou moins large qui se confronte plus souvent avec la communauté nationale et à qui l'auteur confie la mémoire d'une expérience de vie qu'accompagne tout un savoir, toute une série de valeurs qui lui sont liées. Une telle autorité confère à son auteur une forme d'exemplarité à entendre non pas en un sens moral, mais en un sens proprement narratif. Car les mémoires se définissent comme un type de récit où l'auteur vise moins la connaissance de soi que l'accord de ses contemporains et de ses successeurs sur la représentativité historique et sur la rectitude de son parcours de vie. Or, cette exemplarité, il me semble qu'elle résulte des effets de coïncidence entre les différents plans de vie qui sont mis en œuvre par l'auteur. C'est-à-dire que ce qui joue, c'est le jeu entre les différentes sphères d'existence que l'auteur convoque, depuis son existence privée jusqu'à la communauté nationale tout entière, en passant par les différents plans de vie et les différents groupes sociaux auxquels il est lié. Et de cette dialectique résulte une impression de cohérence entre, d'un côté, les choix et les valeurs incarnés par le sujet mémorial, et d'autre part, les évolutions traversées par la communauté. Ce qui revient à dire que l'intelligibilité narrative particulière des vies majuscules, des mémoires, dépend de ces effets de coïncidence, de croisement, d'analogie ou de court-circuit, au contraire, qui surviennent entre ces plans distincts. Et on comprend que la valeur accordée à ces récits est proportionnelle à l'empan qui sépare ces différents plans du plus personnel au plus collectif. Il y aurait plein d'exemples que je ne vais pas prendre, ce serait trop long, mais ce serait celui, par exemple, des erreurs de la gauche intellectuelle au péril de la guerre dans les années 30, dont Beauvoir se juge avec Sartre parfaitement représentative, ce qui est tout à fait contestable, puisqu'elle élimine complètement Nizan, Aragon, tous ceux qui sont au contraire en phase avec les dangers en cours à l'époque. Mais pour les besoins de sa démonstration, Nizan est mis de côté, en dépit de sa proximité avec Sartre, pas exactement à ce moment-là, mais dans sa jeunesse. Et tout est reconfiguré en fonction de leur exemplarité personnelle, du fait qu'ils étaient représentatifs d'un aveuglement de la gauche à l'époque, inconscient des dangers qui allaient survenir. On pourrait trouver les mêmes choses exactement dans la force des choses, mais je passe là-dessus. L'idée, c'est de transformer l'existence du mémorialiste en un cadre d'appréhension du passé vécu en commun, autrement dit de faire de ses choix, de ses expériences de vie, des scansions qui permettent de donner sens aux événements de l'histoire récente. Or, et c'est ma conclusion, qu'une femme qui ne pouvait pourtant se recommander d'aucun mandat officiel, si ce n'est sa proximité précisément avec Sartre, soit parvenue à transformer le récit de son existence en un tel cadre d'appréhension, au point que la force des choses est aujourd'hui, me semble-t-il, le tableau le plus exhaustif, le plus puissant, le plus efficace de l'après-guerre et des années 50. Ça me semble suffisamment extraordinaire pour que nous acceptions de bouleverser nos grilles de lecture et que nous envisagions l'exercice du mandat mémorial non pas comme la traduction d'un simple désir de maîtrise
l'exhaussement de soi, mais comme une autre manière d'envisager le sujet, où l'essentiel ne joue plus sur la mise en scène d'une subjectivité exacerbée, mais sur la capacité qu'un individu a de faire de son existence le support d'une mémoire partagée par les membres d'une collectivité. Et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'on lit les mémoires. Toute la difficulté consiste donc à mesurer la singularité exceptionnelle du fait de l'encan des commandes filles considérées de ce texte, de ces deux mémoires, textes de mémoire, autrement dit, à reconnaître ce cas d'exceptionnel, ce privilège revendiqué par Beauvoir en tant que femme, échappant au déterminisme de sa condition, mais ça sans l'enfermer dans une revendication identitaire qu'elle a pris soin d'éviter. Alors, est-ce qu'il s'agit dès lors de renoncer à la question de l'abjection? Pas tout à fait sûr, parce que si l'on admet que c'est précisément l'ambition d'exemplarité sous-jacente à ce projet beauvoirien qui nous est devenu en quelque sorte quasiment abject, et qu'à ce titre, elle nous oblige à remettre en cause nos propres hiérarchies et nos propres valeurs, nos manières d'envisager les récits de soi. Merci. Female friendship as a literary fact. The obvious reason for talking about female friendship is partly due to my thanks to Elizabeth. I think my friendship with Elizabeth is the reason why I'm here today, so thank you, Elizabeth. But I want to do so in connection with Nathalie Sarraud for the reasons that Donna has just mentioned. She was a friend of all three women. Friendship was complicated, but she was a friend of all three women to whom this conference is devoted. But what interests me most about these friendships is their literary rather than their private status. In other words, their status as a literary fact. In adopting the term literary fact, I'm using and abusing the expression. I'm not supposed to do this. Yeah, no. Female friendship as a literary fact. That's what it says. We've moved on now to Yuri Tynyanov, who coined the expression literary fact in an essay published in 1924, republished in a book that appeared in 1929. I'm using it to mean something like the event described by Virginia Woolf in A Room of One's Own, 1929, where she reads an imaginary novel by an imaginary woman. In 1929, Nathalie Sarraud was expecting her second child and still had 3 years to go before she started writing. But it's quite possible that she read the essay in the original English, since she could, her English was good, and she much admired Woolf's Mrs. Dalloway, and having spent a year studying at Oxford, 1920 to 21, she would most certainly have been interested in the contrast that Woolf draws between men's and women's colleges in Cambridge. For Simone de Beauvoir, 1929 was the year when she passed the Agrégation, ranked second to Sartre's famous first, also the year in which her great childhood friend Zaza died. Violette Leduc, meanwhile, was working in a menial capacity in the service de presse of the publisher Plon, where during her lunch hour she read the new French translation of Rosalind Lehmann's Dusty Answer, a novel in which, as Leduc later put it, deux femmes s'aimaient, une femme osait le dire. Monique Wittig was still 6 years off being born. But to go back to A Room of One's Own, and to pick up the thread of the story that Virginia Woolf tells of reading Life's Adventure by this fictional novelist, Mary Carmichael. I may tell you that the very next words I read were these: Chloe liked Olivia. Do not start, do not blush. Let us admit, in the privacy of our own society, she was giving lectures at Girton and Newnham colleges in Cambridge, women's colleges. Let us admit that these things sometimes happen. Sometimes women do like women. Chloe liked Olivia, I read. And then it struck me how immense a change was there. Chloe liked Olivia perhaps for the first time in literature. Cleopatra did not like Octavia.
Cleopatra's only feeling about Octavia is one of jealousy. Is she taller than I am? How does she do her hair? The play perhaps required no more. Am I still there? Yes. Required no more, but how interesting it would have been if the relationship between the two women had been more complicated. All these relationships between women, I thought, rapidly recalling the splendid gallery of fictitious women, are too simple. So much has been left out, unattempted, and I tried to remember any case in the course of my reading where two women were represented as friends. Almost without exception, she goes on, they are shown in their relation to men, and she concludes, if Chloe likes Olivia and Mary Carmichael, the fictional novelist, knows how to express it, she will light a torch in that vast chamber where nobody has yet been. It's the Alison Bechdel test, perhaps avant la lettre. Obviously, this vast chamber of female friendship exists and has always existed. But it would seem that prior to 1929, it had never been explored in literature, or, as one might say, female friendship had not previously been granted the status of literary fact. Now, friendship between women is, of course, a social fact, but even its history as social fact is only very partially documented. This is beginning to change, thanks to studies such as that of Sharon Marcus of this university, whose Between Women describes middle-class female friendship in Victorian England, where such friendship was recognised, accepted, and even encouraged because the Victorians believed it cultivated feminine virtues that made women into good helpmeets for their husbands. But it would seem that these friendships have no literary repercussions, and it's certainly true that the heroines of 19th century novels are mostly rather lonely creatures. Friendship in general is also an important philosophical fact. There's a long and distinguished history of philosophical writing on friendship, beginning with Aristotle, running through to Derrida. But friendship for philosophers almost invariably means friendship between men. Aristotle acknowledges that friendship is a natural instinct and one of the most indispensable requirements of life, which means that in principle it can be experienced by everyone, women included. But he also says that friendship for its own sake, true friendship, friendship that's distinct from the friendship of utility or the friendship of pleasure, is only possible between men, and moreover between men who are equals. Women are not mentioned in his discussion except as an example of unequal friendships, where friendship between husband and wife is on a par with that between father and son, older and younger man, ruler and ruled. The possibility of friendship between two women and their potential equality is never envisaged. Indeed, according to Montaigne in his famous essay on friendship de l'amitié, women are quite simply incapable of friendship. I hope there aren't too many Renaissance specialists. My 16th century French isn't great, but what he says is la suffisance ordinaire des femmes n'est pas pour répondre à cette conférence et communication nourrice de cette sainte couture, ni leur âme ne semble assez ferme pour soutenir l'étreinte d'un nœud si pressé et si durable. Ce sexe, par nul exemple, n'y est encore peu arrivé, et par le commun consentement des écoles anciennes, en est rejeté. But philosophy aside, friendship between women tends more generally to be regarded with suspicion, and that suspicion usually focuses on sex. Either women are assumed to be scheming together to arrange illicit sex with a man, or, as Proust has first Swann and then Marcel suspect, women may actually be having sex with each other. Elizabeth Leighton suggests in her Proust's lesbianism that the anxiety caused by lesbian relations for the jealous male lover is due to the fact that friendship, or sex between women, and for the moment I'm not distinguishing between the two, are beyond the capacity of the male lover or even the male writer to imagine, except that, and this is Elizabeth's argument, Proust's narrator does seem capable of imagining the desire between two women, Marcel's mother and grandmother. And so, you could say that in the early years of the 20th century, just before 1929, Proust begins to cast light on the darkness of the previously unexplored chamber of
female friendship. However, in this paper I want to leave male writers aside in order to concentrate on female friendship as a literary fact for women writers. And I want to do so by looking at the way it plays out in two different spheres. First, as literary content, and here I want to distinguish between female friendship in fictional texts and the real literary friendships recalled in memoirs. The second sphere concerns something much more practical, namely the role of female friendship in what I call, and I'm not the first to use the expression, the entry into literature. And here again, I want to distinguish between this entry as it actually happened and the entry as it's staged in and around the published work. So, that's sort of a four-phase survey. I'll begin then with the representation of female friendship in the novels of the writers I'm concerned with here, looking principally at first novels, partly to maintain consistency with Woolf's fictional example, but more important because in the mid to late 40s, when Beauvoir, Leduc and Sarraute published their first novels, was the time when the friendships between them were the most active. Unfortunately, by concentrating on this period, I won't be able to devote very much attention, if at all, to Wittig. Beauvoir, Leduc and Wittig, she's worth mentioning, or I have time to mention her, it's impossible not to mention her on a few points, quite unequivocally place women at the centre of their fiction. But the relationships they portray are a good deal more complicated than the Irenic-sounding friendship between Chloe and Olivia. L'Invité, 1943, turns on the very ambiguous and distinctly unequal friendship between Françoise and Xavier, where friendship is acknowledged to be a form of possession for Françoise, and when ownership of Xavier is, as it were, transferred or shared with Pierre, Françoise's relation with the younger woman evolves into the jealousy condemned by Woolf, and it culminates quite extraordinarily with Françoise's murder of Xavier. Friendship between women can clearly take some quite extreme turns. Leduc's L'Asphyxie, 1946, is unified across its episodic structure by the narrator's relationships with two other women, her mother and her grandmother, who, strictly speaking, don't qualify for the status of friend because of the generation differences. However, the echoes, conscious or not, of Proust's Recherche under the role played by Marcel's mother and grandmother might allow us, following Elizabeth's argument, to see them as a template for subsequent relations between women in Leduc's fiction. In this context, it's impossible to omit Wittig's Le Pauponax, 1964, as it's almost exclusively concerned with relations between women, or rather schoolgirls, and in particular with the burgeoning friendship between Catherine Legrand and Valérie Barge. Though here too, the developing erotic attraction between the two girls puts the relation in a somewhat different category to the one between Chloe and Olivia. In sum, in all their variety and complexity, relationships between women constitute the central focus for each of these novels in which women like or love women, and of course the French Aimé covers both eventualities, and moreover, where, to quote Leduc again, women writers dare say so. Sarraute's first novel, Portrait d'un Inconnu, 1948, is an exception to this rule of female relations in that it has a male narrator who recounts his fascination with the relationship between a woman acquaintance and her father. Despite the existence of real friendships in her life, and she had many and they were important, Sarraute's other novels don't show any interest in them either, although the depiction of Germaine Lemaire in Le Planétarium, 1959, is a mostly unflattering portrait of Simone de Beauvoir, whose own friendships are portrayed as being exclusively with the younger men who form her adoring entourage. Sarraute is, as it were, taking revenge on a one-time friend in this portrait. You could say Nathalie disliked Simone, and the unfriending takes place between novelist and character rather than between one character and another. So that's fiction and female friendship. Friendships between women are also, and perhaps more extensively, recalled in the autobiographical text, if I dare use that word after Jean-Louis' paper, that Leduc and Simone de Beauvoir wrote later on.
Beauvoir's girlhood friendship with Zaza is recalled in Mémoires d'une jeune fille rangée, 1958, but it's, as Jean-Louis said, with La Force des Choses, that Beauvoir records her earlier friendships with the writers that Leduc and Sarraute were now recognized as being. With La Bataille, published 1964, Leduc describes her relationships with Isabelle and Hermine, and in La Folie en Tête, 1970, she recalls what one can only call her obsession with Simone de Beauvoir, and the film we're going to see this evening does that very nicely, and her only slightly lesser fascination, which doesn't come through in the film, with Nathalie Sarraute. What's also narrated through these recollections is the role that women did or did not play in the entry into literature by these women writers. So I'm entering my second sphere of literary fact, the entry into literature and the role that female friendship played there. Simone de Beauvoir, Violette Leduc and Nathalie Sarraute were part of a new generation of women writers who came to literary maturity in the 1940s. Others include Elsa Triolet, Marguerite Duras, Dominique Rollin and Colette Audry, whom Jean-Louis just mentioned. The special number of the Resistance literary journal Confluence, devoted to the novel in 1943, mentions Beauvoir, Triolet, Rollin and Duras amongst the novelists who'd emerged since the defeat in 1940, but it makes no comment on their gender or on the implications of their gender. The reality, however, was that for women, particularly during the period in question, the entry into literature entailed a gender politics that made the friendship of men indispensable. This was because the literary world itself was still very largely a male preserve, and perhaps nowhere more so than in the much coveted publishing house Gallimard, where Beauvoir, Leduc and in due course Sarraute were published. Decisions were taken by a comité de lecture, which until the appointment of Dominique Horry in 1947 consisted entirely of men: Jean Paulhan, Marcel Arlan, Raymond Queneau, Brice Perrin and a few others. After the Libération, the new appointees included Dionys Mascolo, Duras' lover and friend of her husband Antelme, Roger Caillois and Camus. Dominique Horry was co-opted for the proven acuity of her literary judgments, but also as the protégée and mistress of Jean Paulhan, by whom she was parrainée, an important word, which I'm taking from Angie Davis's biography of Horry, and which expresses the obligatory relation for any entry into literature, male or female, at that time, and no doubt continues to apply. A male ethos predominated in the Comité de Lecture, and at the regular Tuesday afternoon meetings, Dominique Horry never spoke unless her opinion was asked, and her most reliable contribution to the meetings were the little cakes that she baked at home every Sunday and brought along with her. This was 1937, but a few years before, in 1941, a telling episode took place in a corridor of the Édition Gallimard, when Marguerite Duras sent her then husband, Robert Antelme, who was not yet on the Gallimard Comité de Lecture, to find out what had become of the manuscript of her first novel, which she'd submitted to Gallimard. She hadn't had any news. In fact, the manuscript of the novel that later became Les Impudents had been turned down by Marcel Arlan, but the letter informing Duras of the decision had not gone out. In her biography of Duras, Laure Alain relates that when Antelme went to collect the manuscript at Duras' behest, he bumped into Queneau in said corridor and persuaded him to take a further look at the novel. Queneau obliged, and though his verdict was also negative, he saw potential in Duras' writing, arranged to meet her, advised her about her style, and supported the publication of her second novel, La Vie Tranquille, which came out with Gallimard in 1944. In other words, as a result of friendship between men, Antelme and Queneau, Duras had found herself un parrain. It's Leduc who provides the most eloquent testimony about how remote the publishing world could appear to an aspiring woman writer in 1945. Although Simone de Beauvoir's role in the story of Leduc's entry into literature is crucial and begins to buck, or at least to complicate, the trend of masculine parrainage,
It's ultimately a story that has men in pole position. In her memoirs, Leduc portrays her initial entry into writing as a result of the encouragement given to her by Maurice Sachs. The issue is not the desire to write, that's a given, but rather the decision, or perhaps one might better say the permission to write. In Leduc's narrative, as told in La Bâtarde, she became a writer when Sachs told her to write about her past because he was sick of hearing her complain about it. And when, on hearing the result of her first day's output, he said, "Ma chère Violette, vous n'avez plus qu'à continuer," her course was set thanks to a man's blessing. Sachs's parrainage became even more important when she sent her manuscript to Sachs's philosopher friend Yvon Bellaval, principally because it was during a visit to Bellaval that Violette Leduc came across Beauvoir's L'Invité. As she records later on in an undated letter, the experience was determining. Une femme écrire 6 gros livres, me suis-je dit. J'avais eu un choc. Here it's the combination of male friendship and female example, though not yet of female friendship, that invites, it licenses Violette Leduc not just to write, but to envisage publishing and to make her entry into literature. Now this entry is effected in a two-stage process, the first involving women, the second men. In the first stage, it was a friend of Leduc, Alice Serf, who persuaded a friend of hers, Géraldine Pardoux, who was an old friend of both Beauvoir sisters, to interest Simone de Beauvoir in the manuscript of L'Asphyxie. Leduc's account of her meeting with Beauvoir in the Café de Flore is one of the highlights of La Folie en Tête, and I won't repeat it here, except to invite you to consider whether any man would have made such an issue of requiring the right document holder, une chemise rouge à tirette, or whether orange à tirette, or whether he would have described his preparations for the meeting, this is total objection, but it's great, as involving thorough ablutions of groin and armpits, trying to read Kierkegaard's Miette philosophique but not understanding a word, and wondering whether to wear blue mascara for the occasion she decided against. The absence of masculine gravitas seems deliberate and emphasises the unfamiliarity of the world that Leduc is about to enter. This is brought home even more vividly when Leduc describes the scene in the entrance hall of the Éditions Gallimard while she waits for her appointment with Camus to discuss possible publication of L'Asphyxie. Leduc observes the switchboard operator. She takes a call for Queneau and another for Mascolo. These names, which were those of Duras' familiars, belong to an impossibly distant and august sphere for Leduc. Si, de sa voix mélodieuse, elle disait « Je cherche Monsieur Soroc, il est dans la maison. Je cherche Monsieur Eschyle, il n'est pas dans son bureau. » Si elle ajoutait « Monsieur Elepide ne vient pas le matin, je ne m'en étonnerai pas. Nous sommes dans la littérature, tout est possible. » It's not without significance that the switchboard operator is a woman, and Leduc had actually been sacked from a job for being a hopeless switchboard operator, intending a certain amount of objection. It's a woman, and when Leduc hears the woman say to a caller, Monsieur Gallimard parle, Leduc wonders, parlait-il à un André Breton, à un Michaud, à un Apollinaire de 20 ans? In other words, literature is a world in which switchboard operators can only be women, and even though Leduc has an appointment with Camus, where all authors are assumed to be men. In La Force des Choses, which incidentally has much less to say about Leduc than Leduc has to say about Beauvoir, Beauvoir reports that she recommended Leduc's manuscript to Camus, and in La Folie en Tête, Leduc recalls Simone de Beauvoir telling her that Camus would be taking L'Asphyxie and that L'Étang Moderne would be publishing 3 extracts from the novel, these to be chosen by Sartre. Neither woman seems to find anything odd about these arrangements, but they position Beauvoir as intermediary and Camus and Sartre as the final arbiters of Leduc's literary destiny. Beauvoir's role in Leduc's entry into literature may certainly be described as a form of parrainage,
marinage perhaps, but her power clearly had limits. As I've already said, Beauvoir devotes far less space to Le Duc than Le Duc devotes to her. And when she does mention friendship in connection with Le Duc, it's to refer to Le Duc's friendship with Nathalie Sarraute and Colette Audry, rather than her own. If you search the book, and I read it in a Kindle version because I found myself without it when I need it, I bought the Kindle version, which makes searching for words very easy. If you search the book for the word amie, it turns out to be used mostly with reference to other people's friends, and on the two occasions when Beauvoir refers to her own friends, it's in the plural and without specifics. On more than one occasion, she says how much friendship means to her, but again, it's non-specific and by implication collective. As, for example, when she says about the meetings around the creation of l'Étang moderne, cette communauté me semblait la forme la plus achevée de l'amitié. The word amitié also appears very often in a plural possessive, not amitié, where hers and Sartre's amitié for a third party is mentioned, especially interestingly when this friendship is problematic, as it increasingly is with Camus, and as it is in the case of Nathalie Sarraute, when she complains one day, and the Duke says she was too cowardly to back her up, she complains one day, nous sommes le château de Kafka. This is Sarraute talking about Sartre and Simone de Beauvoir. Sur nos registres, chacun a son chiffre qu'il ne connaît pas. Nous accordons tant d'heures par an à celui-ci, tant d'heures à celui-là, et il est impossible d'en obtenir une de plus, même si on se jette sur un autobus. Nous arrivons à la convaincre, this is Sartre and Simone, après une heure d'argumentation, que nous avons de l'amitié pour elle. But when Simone had delivered the manuscript of Portrait d'un inconnu to Paulhan at Gallimard the previous day, she was much more interested in the Vos painting that Paulhan had just acquired, and in Paulhan's beautiful handwriting, as he wrote the name of the author and the title of the book on the cover, rather than pressing the case for Sarraute's work, a contrast to the Antel and Queneau encounter, if you like, over the Duras manuscript. Sarraute herself kept female friendship for the private sphere and sought to stage her entry into literature under the aegis of men and to avoid any kind of gender identification as a woman. Writing for Sarraute was always a gender-neutral affair, and Woolf's comments in A Room of One's Own about the androgyny of the writer would have been grist to her mill. Gender roles were, however, an inescapable reality. Married to a supportive but non-literary husband, whose permission was still needed at that stage for her to publish as a married woman, she was not in the sort of relationship that Simone de Beauvoir had with Sartre, Elsa Triolet with Aragon, Duras with Antelme and then with Mascolo, or even Le Duc with Maurice Sachs. But she knew that male literary parrainage was a necessity, and she had sent a copy of her first book, Tropisme, to Sartre on its unfortunately timed publication in 1939. She remade contact with Sartre through her own friendship circles with women, a bit like the Le Duc case. Her school friend Mania, Russian-born like herself, is married to Alfred Perron, who knew Sartre from the École Normale in the Rue d'Ulm. Although in interviews, Sarraute was apt to claim that she met Sartre by chance on a cafe terrace. She always mentioned Sartre's support in a narrative of her difficulties in finding a publisher for Portrait d'un inconnu, and Sartre wrote a preface that she included in all subsequent editions of the novel. L'Étang moderne published 3 of her essays, as well as extracts from Portrait d'un inconnu. In these essays, she always placed her own work in the context of a literary history of male novelists, and as continuing a tradition begun by them. So this is the symbolic entrée en littérature. When comparisons were made between her and other women writers, she would invariably respond by underscoring the differences between them, as she did in an article on Virginia Woolf in Les Lettres Françaises in 1961, or in the case of a positive comparison with Simone de Beauvoir, repudiated such a thing outright. In an interview published in 1967 under the title Nathalie Sarraute ne veut rien avoir de commun avec Simone de Beauvoir, she declares quite roundly that il m'est impossible de voir le moindre rapport entre son livre et les miens.
Il n'y a pas un trait commun, ni dans la forme, ni dans le fond. Real friendships with women were when Nathalie would talk about the agonies of writing while Le Duc tried to impress her with her reckless consumption of alcohol and felt la petite mécanique sexuelle light up in her head, and where Le Duc, who was clearly what's now called high maintenance, would clamour for Nathalie's ear in her hopeless pursuit of the Greek painter Thanos Tsangos, and where both would grumble about the Sartre-Beauvoir couple. But all this was a private affair with no status as literary fact until the Duc recalled it or parts of it in La Folie en Tête. They would also, of course, both encourage each other as aspiring but as yet unrecognised writers. By the time Monique Wittig, just to conclude with Monique, made her own entry into literature with the publication of Le Poponax in 1964 and the award of the Prix Médicis, much had changed. Beauvoir and Le Duc were now in their late 50s and had reached an age and acquired a status where publishing their memoirs or their autobiographies was an appropriate move. Simone de Beauvoir wrote this substantial preface for La Bâtarde, which also came out that year, doing for Le Duc a version of what Sartre had done for Sarraute in 1948. Sarraute herself was 64, but she regularly lied about her age, and had acquired considerable recognition through her part in the Nouveau Roman, and had also just won the short-lived Prix International de Littérature for Les Fruits d'Or. She herself had been a member of the jury of the Prix Médicis since its inception, along with Dominique Horry, Marguerite Duras, Francine Mallet, and Denise Bourdet. And when Le Poponax won the prize in 1964, Duras wrote a much-quoted article in praise of it. In other words, the world of literature had been considerably feminized, although this didn't preclude the need felt by some for the creation of a publishing house devoted entirely to the work of women, Des Femmes, in 1972. And I think, just to end with an anticipation of a change in the nature of the female fact of friendship between women, I think if you look at the case of Monique Wittig and Nathalie Sarraute, you see, first of all, Nathalie Sarraute handing out a prize to a younger woman writer. Then you see a friendship. Monique Wittig reads Nathalie Sarraute's work, falls in love with her, they make contact, and a relation is established, which becomes one of literary influence. I'm not saying that it's the only influence, but Wittig writes following the example, or inspired by the example of Nathalie Sarraute. And a third factor of literary factness is that women begin to write about each other critically, that Wittig wrote like Sarraute, but she also wrote about Sarraute. So female friendships become, in part, a relationship between a writer and her female critics. But that's a different era, and I wanted to talk about a more problematic and objection-inducing one that focused on the 1940s. Thank you. Prerogative as an early modernist to talk about female friendships, because Montaigne, for example, in 217 has a very long passage on his friendship for Marie de Gournay, and uses the word amitié. Etienne de la Boétie is dead. Marie in some ways replaces it. Now, that's one thing. There's also friendships in Shakespeare, for goodness sakes, between certainly Mistress Ford and Mistress Page and Falstaff and so forth. And then in the 17th century French context, the salon culture, of course, creates, now, literary flatness, that's a little more problematic, but certainly the epistolary relations between Lafayette and Sévigné, the poems that women write to Madeleine de Soubirous. I do think we have to begin to, reject this myth that there are no female friendships. I might also add, and then I'll stop, there are two recent books that came out about intimate female relations and friendships. One is Susan Lansner's The Sexuality of History, and an earlier book by Susanna Wall called Visible Relations. So with that, hello. Marie Collins, hello, Don. How are you? Good. I enjoyed your talk very much, but
there are so many other places where friendships and female friendships. Christiane Rochereau, why does everybody ignore her? That's true. I'm drawing that on. Christiane Rochereau, Le Repos de Guerrier, etc. She has female friendships throughout the novel. Nobody pays any attention. Why is that? Because we focus on the Beauvoir and the jealousies and intimacies of those various places. People are interested in lesbianism and so on. Do you have any explanation for why? Is it again the patriarchy? Well, I was guided by the topic of this conference, which I is understand. There is also this issue of the entry into literature and handling the sexual politics of literary institutions. Right. So it's not just about whether people write novels where female friendships are depicted, it's also about how female friendship functions or doesn't function when it comes to getting recognition as a woman writer. So I'm concluding from your presentation that the female friendships helped them through the patriarchy and the powers that be in the publishing houses to get their works published. Unless That's you a were Marie conclusion. Duras. If you were Duras, you just slept with the men and went straight to the top. Of course, that's she. Oh, yes, no. Anyway, thank you. I mean, it's very desolating, but there it is. Comments, reactions? I wish Monsieur would speak a little more slowly. You said very He was carefully in trying. the middle of your speech that you spoke too quickly, and there were so many wonderful things to say, but it went by Sorry. Yeah, too 30 minutes. fast. God, you know, I am not natively Francophone, but my French is enormously good. How many people here are Francophone born? Just to give you an idea. It was much too fast, and you said wonderful things. Even for French students, I speak too quickly. Sorry. Yes. Thank you so much for your presentations. I am so very, very fascinated by what you're saying about female friendship as a literary fact in terms of the sexual politics of the literary market. And I would like to add that in my work, and I have to absolutely read what you've been doing, that Beauvoir also plays a role in the emergence of Francophone women writers. And she has maintained a number of correspondences. It's been mediated by epistolary, with the exchange of letters across the Atlantic. And one writer with whom she had but this happened with his Marie Chauvet in Haiti. Did we meet? I don't know, did we? We did. Okay. And others. And just in case Many anyone women. is curious, we met side by side in the manuscript room of the Bibliothèque Nationale. Ah, yes! Some of the people laughed. That's right. That's Do right. count. And so this is just amazing because I think it includes Beauvoir as a francophonist in the way that Sartre has been recognized in his introduction and preface to Fanon. And I'm wondering now is, in both cases, whether how one thinks about the francophonie in its global dimensions with Beauvoir and Sartre involved in a kind of international and often strategic intermediary role with the literary market for francophone figures, and that happening against the decolonization, which is actively in process in the 60s. And I'm realizing in your work that this has happened earlier, pre-war, 30s, 40s, in the territoire, but it's being pushed in sexual and female friendship with both, okay, I'm gonna stop, with Beauvoir and having this status in the 60s, enabling other writers from the francophone to have access. And Gallimard has published Chauvet and Montcalm and novels by Chauvet. So I'm just wondering if, in both cases, whether one can think about those biography. And these writers also turn into first-person narratives. That sounds like a question for Jean-Louis because it's on the historical, political stage. Il y a tout un travail à faire, je pense, qui serait à faire dans les archives de Beauvoir, qui ne sont pas très étudiées à la Bibliothèque nationale. Beauvoir a joué un rôle absolument central, notamment dans le temps moderne, qui était officiellement dirigé par Sartre, mais Sartre ne faisait strictement rien à décider de ce qui se publiait. Le travail était partagé entre Merleau-Ponty et Beauvoir, et à certains moments, de façon très très forte. À d'autres, Merleau-Ponty était surtout celui qui décidait des éditos d'un point de vue intellectuel. Beauvoir faisait un travail absolument central et jusque très tard, elle a reçu une correspondance énorme
qui n'est pas forcément très bien exploitée, et notamment une correspondance de beaucoup d'hommes et de femmes. Et j'ai notamment, alors je ne me souviens plus du nom, mais il y a toute une correspondance extrêmement riche d'une femme qui avait rencontré le duc, qui est une forme de double le duc, quelqu'un d'absolument extraordinaire, dont le nom m'échappe, c'est horrible, et dont la correspondance très importante que Beauvoir a essayé de faire publier chez Gallimard, selon le même processus que ce qu'elle avait fait pour le duc. Ça n'a pas fonctionné, mais cette femme lui a envoyé toute une série de lettres dans lesquelles elle décrivait ses rencontres ratées avec Queneau, etc., qui sont absolument hilarantes et extraordinaires. Donc, mais ce n'est pas le seul cas, il y en a beaucoup d'autres. Donc je pense qu'effectivement, par le biais des temps modernes, essentiellement, ensuite ça a été en tant que Nathalie Annie Ernaux lui a envoyé des lettres et lui a envoyé ses premiers textes, etc. Il y a beaucoup de femmes écrivains qui l'ont fait avec Beauvoir, en dehors des temps modernes. Mais dans ce cadre-là, effectivement, elle a joué un rôle assez crucial. Mais ce qui me frappait dans ton intervention, Anne, c'est le fait que, effectivement, par le biais des temps modernes, beaucoup plus que ça n'a été le cas dans le cas des avant-gardes, par exemple, dans les années 30, chez les surréalistes, des femmes ont pu écrire, mais que c'était quand même assez limité. Il y a eu Nathalie Sorokin ou d'autres, dont les textes étaient publiés dans ce cadre-là, mais c'était quand même très masculin, à part Beauvoir. Et effectivement, Nathalie Sarraute qui a quand même beaucoup publié. La place des femmes au sein des temps modernes a été quand même assez... Yes, Janine. I wonder if one of you could comment on the Blanche Lamblin affair. Blanche Lamblin was a cousin of Georges Perec. Oui. She was a student of Sartre and Beauvoir. Can you comment on that? I'm glad I discussed the affair during the war. C'est compliqué. Je ne sais pas si... comment dire c'est une affaire très compliquée parce qu'effectivement les accusations de Bianca Lamblin sont extrêmement violentes. Pour résumer l'affaire, j'imagine que vous connaissez tous, mais elle accuse, elle a eu cette liaison, ce rapport à trois avec Sartre et Beauvoir. Or, il se trouve que dans les lettres qui ont été publiées par Sylvie Le Bon de Beauvoir, on voit que Beauvoir négocie avec Sartre, comme elle l'a fait pour toutes les relations qu'il pouvait avoir, l'abandon à un certain moment pendant la guerre, en 1941 juste, de Bianca. Donc, alors c'est assez compliqué. Les lettres elles-mêmes sont difficiles à interpréter, ceci dit. Donc Bianca qui, après la guerre, était dans une dépression absolument terrible, a été soignée par Lacan, par d'autres personnes. Après la guerre, Bianca a toujours revu et continué son amitié avec Beauvoir, qu'il a soutenu pendant très très longtemps. Mais la révélation de ces lettres, elle a conduit à penser qu'elle avait été sacrifiée pendant la guerre, en plein guerre alors qu'elle était juive, pour les bienfaits du couple. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Personnellement, moi je trouve que son récit est très victimaire, très contrôlé par certains moments. Les accusations me semblent difficiles à tenir jusqu'au bout. Et en tout cas, l'antisémitisme dont elle accuse de façon assez violente Sartre et Beauvoir me semble quand même très contestable. Mais c'est difficile de commenter cette affaire, je trouve, parce qu'il y a eu cette souffrance très forte. Thank you both for really wonderful papers. I was wondering, Anne, if I could follow up on your paper a little bit to think about how... Could you speak a little bit louder? Sure. So I have a question for Anne. About Could you sing us a song? Do you have any wandering mics? Do we have wandering mics? So We don't have wireless mics, I'm afraid. But if you just stand up and pretend you're So I have a question about how the homosocial world that you describe is also heterosexual, right? So heterosexuality is upheld by homosociality, I think, in really complicated ways. And I guess my question is triggered by the sort of arc of your narrative, which suggests that the feminization of the publishing world is a kind of triumph, which I think is something that B.T. would very much contest, right? I mean, she would not have been pleased to be included as part of the feminized world. And so I'm just wondering if you could say something about the complexity of the heterosexual contract in relation to what you're describing. I think you made the key point yourself there. I have slightly exaggerated the things because if you
if you look at Camus' list in his collection Espoir, he does actually have quite a lot of women writers. It doesn't alter my narrative that has men making the decisions. I mean, Dominique Ory wasn't making the decisions about, well, she was, but she didn't have the deciding voice. It was Poulin and Arlan, people like this saying, yes, we'll take this writer. How much, well, I think because of that, because men were making the final decisions, women could be, as I was suggesting, at best intermediaries along the line, and in the case of Leduc, making her initial contact with Beauvoir, there's a kind of chain of female friendship which might or might not, and I simply don't know the answer, have involved homosexuality. It was not necessarily a chain of heterosexual contact. Ultimately, you had to have a man make the decision. And in the case of Dominique Ory, who had female friendships, had lesbian friendships, she nonetheless was Poulin's mistress, and I think that was decisive. So I'm being a bit diffuse in my answer. I don't think we could say it's 100% pure heterosexual, but given the role of male decisions and the importance of men in making the ultimate decisions, I guess, yes, it's predominantly. But can I just say that, like, for VT, heterosexuality is a political relationship. Yes. It's, and that constructs gender as a Yes. political relationship between Yes. a man and a woman in which Yes. woman is subordinated to man. Yes. Which is why she says lesbians are not women. Yes. Right? Yes. So I think that's just important to remember, even whether women are having sex with each other or not is actually a very small piece of this larger materialist. No, I absolutely take that point. The question is whether any institution accommodates that, reflects that, and you can get localized effects, if you like. And I think in the end, it does begin to change the landscape. And I'm not saying after 1964 everything was hunky-dory because there was a bunch of women on the Prix Médicis and a woman won it. But I think the world was changing a bit, perhaps in part through the diffuse influence of the second sex, that people were being sensitized to these issues. Maybe the issue of hetero-homosexuality was not in the forefront, but that's part of the feminization of the literary world, which happens gradually and not without complications, I think. Elizabeth? It occurs to me, so was that was the Prix Médicis jury in 1964? No, it included. Okay. I mean, but they were all on it. Was it couldn't swear the widow of Edouard? I think she was. I think she was. She was a society woman. To tell you the truth, I'm not sure they were all on in that year, but the fact that the Prix Médicis had a significant presence of women, I think, there's a history to be written about literary prizes and how they function. I think that's a significant proportion of women. Okay, so that wasn't actually my question, that was a sub-question. But my question is, so that year that the Rosenacs won the Prix Médicis, La Bâtarde was also, had also just been published. Yes. And there was a certain amount of discussion of the fact that it didn't win any of those prizes. Yes. And I now realize that I don't actually have a question, but it's interesting that Loco Bonax won over Loco Bonax, which was repeatedly, and by people as diverse as Nathalie Sarez, Marie Duras, and Mary McCarthy, hailed as the first modern book about childhood. Yes. And a complete departure from the literature, a complete and welcome departure from the literature of the past. Yes. Won over something that was so mired in female objection, in female aesthetic and social objection. So I don't have a question. But that's interesting comment. Yes. It is a question. Is there a sense of an aesthetic influence? The literary examples were thematization of female friendships in terms of content. I was wondering if you was as an aesthetic influence. Well, the one that I don't know if it's an aesthetic influence.
Nathalie Sarraud said that of all Leduc's books, the one that she liked the most was La Famille, which was actually being written while they were friends. And if you read La Famille, it's sort of, it has Sarrautian echoes in it. So maybe the friendship produced this not permanent stylistic effect. And the other one I mentioned was the Wittig one, and I think when you read Wittig, you don't think, gosh, this reminds me of Sarraud. But what I think Wittig always brings out with Sarraud is her sensitivity to la parole, and that was a core part of Wittig's own literary project. So, who knows? I mean, I don't really like the word influence, because I think you choose to be influenced. I mean, you're only influenced by the things that you're set up to be interested in. So if you find an example of something that you sort of want to do, then you're licensed to do it. So those are my only two examples of an aesthetic interest. I don't know whether the question of childhood has something to do with it. I mean, Nathalie Sarraud was some years off writing Enfance. Was Enfance influenced by Lope Ponacs? Perhaps a little bit. There's a little scene where the young Natasha pretends to be a school teacher with little cocottes, she calls them, and she gives them names that are rather like the names of the girls in Lope Ponacs. So the influence could go both ways. But I wouldn't want to suggest that there was a school of writing that emerged with a sort of fully formed aesthetic project as a result of female friendships. I mean, I think the thing with how do you get published, how do you get support for finding your way in a world which seems so thoroughly masculine, and you can either sleep with the chaps, as Duras did, or you have a network of female friends, or you pretend your friends don't exist and you stage your entry symbolically, as Sarraud did, under the patronage of male writers. Well, there's that. Yes. Yes? Maybe just kind of a follow-up on this question. Are friendships, way of following up on this question, are friendships between women always female friendships? I'm wondering about the friendship between Monique Wittig and Nathalie Sarraud, and whether there are other things going on in that friendship or other things that contributed to the ability of that friendship to take place that make it maybe something other than a female friendship. What would it be if it wasn't? I mean, I'm just using the word female friendship to mean friendship between two women. Okay, Wittig chose to be not a woman, as it were, as time went on. Is that what you mean? Well, yeah, there's a politics. I mean, there's this politics that has a lot of sociological variables involved in it. And already, I mean, in your comments, you pointed out the ways that Sarraud is a kind of an odd person out in this group of writers because femininity is not a major feature of her novelistic interests, right? And it seems to me perhaps that something going on in the enduring friendship between Wittig and Sarraud might have something to do with that particular sociological aspect. No, I think that's a good point. I mean, the reason why Sarraud refused identification as a woman writer was that to be une écrivaine, une auteure, une romancière, was to become a second-class literary citizen. I don't think that was the way Wittig saw it, and Sander Seid will tell us more about that this afternoon. But yes, if you like, they both had in common, supported by a friendship that I think was one that could only have taken place between women, but the way it functioned, perhaps in more political terms, was to de-gender, as it were, their literary projects in a paradoxical kind of way. Could I ask a question of Jean-Louis? You made this really interesting generic distinction between... Could you... I'm sorry. A generic distinction between memoir and autobiography. Just moving Speak into it. You made a generic distinction between memoir and autobiography. And I'm wondering about the degree to which
that book is still not good? You have to speak. Okay. Yeah. The degree to which that generic difference really can be upheld. Again, I think from the early modern period when women start publishing their memoirs, there's very centrally a subjective dimension to the writing of the text. Non, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. En fait, la difficulté, c'est que la distinction entre mémoire et autobiographie, elle ne fonctionne que d'un point de vue très théorique. C'est-à-dire c'est un modèle de cadre de réception des textes. Mais ça il ne faut pas l'essentialiser, c'est-à-dire que, et surtout ce qui me semble très important, c'est que, à mes yeux, ça ne fonctionne que pour cartographier, que pour repérer les textes. Mais le fait qu'il y ait de la subjectivité n'empêche pas que ce soit des mémoires. C'est-à-dire que les mémoires en eux-mêmes, la distinction forte, elle est dans le fonctionnement du texte. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont la reconstitution de l'histoire d'une personnalité, et des textes qui visent à faire de l'histoire d'une vie une sorte de cadre partagé de perception du passé récent. Voilà. Et il n'y a pas de texte qui combine les deux. Mais si, tout à fait, au contraire. C'est-à-dire que tout texte peut combiner les deux. Et l'intimité n'est absolument pas exclusive de la peinture de l'histoire. C'est ça en fait le problème. Les textes de Chateaubriand, beaucoup des textes de mémoiristes du XVIIe ou XVIIIe siècle peuvent tout à fait parler de l'enfance, de points de vue, de questions extrêmement intimes. Ça ne change rien dans le statut génétique du texte. C'est-à-dire que les mémoires n'impliquent pas que l'on fasse un récit parfaitement historique, objectif, froid, etc. Pas du tout. C'est-à-dire que ça ne préjuge jamais des questions qui sont invoquées et du degré d'intimité auquel on peut aller. Chez Chateaubriand, ça va extrêmement loin. C'est la fonction que l'on donne et le rapport pragmatique qui est instauré avec le public. C'est-à-dire qu'est-ce que vise à faire? Est-ce que c'est avec un destinataire un peu unique, qui est appelé à se comprendre, en quelque sorte, à se refléter dans le récit de vie qui est fait, ou est-ce que c'est une sorte de sujet collectif, une société, une communauté nationale qui est invitée en quelque sorte à retrouver dans le parcours de vie qui est reconstitué un cadre d'appréhension de son propre passé. Voilà, c'est ça qui me semble... Pardon, est-ce qu'il n'y a pas une troisième catégorie qui serait une sorte de projet philosophique? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième catégorie qui serait le projet philosophique de la confession, par exemple, ça c'est ni des mémoires, ni... Tout à fait, je suis d'accord. En réalité, ce que je dis, je suis désolé, est très réducteur parce qu'en réalité, la façon dont j'essaie de le penser, c'est plutôt comme un continuum. C'est-à-dire qu'il y a des noms de genre qui fonctionnent en continuum et chaque nom de genre n'a de sens que les uns par rapport aux autres. Or, dans ces noms de genre, il y a toute une série de catégories qui sont souvenirs, chroniques, témoignages, autoportraits, etc., qui fonctionnent les uns avec les autres. Je ne prends ici que les deux pôles extrêmes de ce continuum, qui sont l'autobiographie et les mémoires. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a au contraire d'autres modèles qui fonctionnent, et d'autres noms de genre qui fonctionnent à l'intérieur de ce continuum, et qui sont extrêmement importants, dont l'autofiction, ou le portrait philosophique, ou notamment le témoignage, évidemment, qui va devenir une catégorie. Mais ce qui est important dans ce continuum, c'est qu'en fonction des époques, certains genres sont appelés à fonctionner comme des archigenres. C'est-à-dire certains genres sont pensés, le témoignage aujourd'hui par exemple, depuis les années 70, par le biais du témoignage du traumatisme, de la Shoah ou autre, le témoignage devient une sorte d'archigenre. C'est-à-dire que les autres catégories ou les autres textes se pensent en fonction par rapport à ce modèle, comme ça a été les mémoires dans la première moitié, du 19e siècle, ou l'autobiographie dans les années 50. Oui, mais alors justement, j'avais une question. I'm sorry, I had a question relating to the moment that you articulated, this very interesting collaboration between Beauvoir and Le Duc, in a way. It is a collaboration, you actually mentioned. What is their relationship to the writing, the enormous changes in the writing of history in France? And of course, the history schools that actually pertain to that moment. Alors, oui, tout à fait. Ce qui me semble passionnant à ce moment-là, c'est qu'au moment où l'histoire est en train, par le biais de l'institutionnalisation et notamment du développement des écoles et d'une école comme celle des écoles françaises qui vont dominer après la guerre, c'est au moment où le sujet personnel est totalement exclu de l'histoire, les mémoires redeviennent, alors que les mémoires avaient quasiment disparu dans la première moitié du siècle, qui était devenu un genre extrêmement déclinant, avec la Seconde Guerre mondiale et notamment avec la crise, la quasi-guerre civile qu'a représenté l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, et la guerre civile est précisément le moment où le genre de mémoire joue un rôle, puisque c'est le seul genre littéraire qui est capable de reconstituer
un traumatisme vécu en commun, c'est les guerres de religion, c'est les guerres napoléoniennes, la Révolution, c'est tous les moments qui, dans les 30 années qui suivent ces événements, conduisent à la production de mémoire de façon très très importante. Les mémoires jouent la fonction de reconstitution du passé récent pour la communauté nationale. Or, du coup, les années 50-60 sont le moment du renouveau total du genre des mémoires, où Beauvoir joue un rôle important, ce qui me paraît essentiel parce que le modèle est avant tout incarné par De Gaulle, évidemment, et par des mémoires ultra-légitimistes en quelque sorte, hyper officielles et très très politisées, et où les femmes, évidemment, jouent aucun rôle. Donc, le fait que Beauvoir réussisse en l'absence totale des historiens à ce moment-là qui abandonnent totalement les mémoires, abandonnent le sujet, et à part dans les années 70 avec l'histoire des présentations, pour réinvestir le sujet, l'histoire se convertit à une histoire longue, statistique, et où les sujets individuels disparaissent, les mémoires jouent un rôle absolument crucial jusque dans les années 70 à peu près, comme étant le seul genre littéraire qui reconstitue le passé récent, notamment donne sens à la crise qui a été traversée par la communauté nationale et restructure en quelque sorte, ces 10-20 dernières années qui viennent de se produire. Donc le fait que quelqu'un comme Beauvoir, alors même qu'elle n'a joué aucun rôle pendant la guerre, juste dans les années, au début des années 60, puisse être celle qui fait de sa vie le fil conducteur qu'on va pouvoir suivre pour reconstituer ces années qui viennent de se dérouler, et ces années de crise, et notamment donne sens à la guerre elle-même, alors qu'elle a été extrêmement passive durant cette guerre, elle a cherché à sauver sa peau et à nourrir sa petite famille essentiellement, ça me semble quand même important. Parce qu'on ne peut ne pas avoir de légitimité officielle, on va dire, politique, ou de type testimonial, c'est-à-dire ne pas avoir joué un rôle, et pourtant faire de sa vie un fil conducteur ou une sorte d'opérateur d'intelligibilité pour une période de crise nationale. Et ça, I think we're going to stop there. Let's start.